Nous allons passer à la suite du programme et nous allons accueillir Olivier Lascar et Sophie Gambardella pour un sujet autour de la gouvernance sous les mers. Je vais leur demander à tous les deux de nous retrouver pour passer à cette nouvelle séquence. Donc Olivier Lascar et Sophie Gambardella. Alors, pour information, que ce soit Olivier ou Sophie, ils ont tous les deux écrit des ouvrages qui sont disponibles à la bibliothèque ici de la Cité de la Mer. Sophie Gambardella, votre livre s'intitule « Profondeur, les secrets des grands fonds », donc disponible à la bibliothèque. Oui. Je ne me trompe pas? Non, pas du tout. Mais Séverine Martini est aussi une autrice de cette BD qui est intervenue sur la première table ronde. Ah d'accord, je n'avais pas l'information. Très bien. Et Olivier Lascar, vous avez aussi un livre qui s'appelle Abysse, l'ultime frontière aux éditions Le Duc et qui est disponible également à la bibliothèque. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sophie. Bonjour. On est ici pour parler des lois qui vont régir tout ce qui va se passer autour de l'océan, des grands fonds et des abysses. On a vu dans la séquence précédente, la table ronde précédente, l'extraordinaire environnement de la grande profondeur. Et désormais, il se pose la question des interactions avec l'espèce humaine, quoi. Comment, de quelle façon on va aller plonger à l'intérieur de cet environnement et pour y faire quoi? Alors déjà, peut-être un point de définition, parce qu'on a vu dans cette table ronde, mais on en a parlé aussi hier pour ceux qui étaient là, c'est pas si facile que ça de définir ce que sont les abysses. Quand on pose la question à des scientifiques, ils peuvent avoir différentes approches. Séverine Martini parlait des 200 mètres, qui sont la limite à partir de laquelle on commence à avoir moins de lumière. Toi, Sophie, tu es juriste. Quand on pose la question à une juriste, que sont les abysses, qu'est-ce qu'elle répond? Que c'est un terme que nous n'utilisons pas du tout. Nous, on n'a pas de critères bathymétriques, donc de profondeur. En droit, on a un zonage qui est très horizontal. Donc ça va être les compétences de l'État en mer. Donc on va avoir des zones avec des compétences dégradées de compétences de l'État en mer. Et ensuite, au-delà des zones qu'on appelle sous juridiction nationale, donc où l'État a des compétences, on a les eaux qu'on peut appeler internationales. Parce que, bon, un pays a des côtes, un pays a des territoires d'outre-mer comme la France, et déjà, il y a la notion de la distance relative aux côtes, c'est-à-dire que jusqu'à quelque chose comme 300 km, je crois. Alors oui, 200 000 marins, ça fait 350 km à peu près. Jusqu'à 300 km, on est dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, je crois. Oui, c'est ça. Pour la colonne d'eau et le plateau continental dessous, donc le sol et le sous-sol, où là, l'État a des compétences qu'on dit exclusives en matière d'exploitation des ressources. Et justement, le juriste, comme tu viens de le faire, va questionner finalement la nature de ce dont on parle. Est-ce qu'on est dans la colonne d'eau ou est-ce qu'on est sur le sol? Donc je te propose qu'on fasse cette descente virtuelle. On va commencer par la surface, on va plonger progressivement et on va aller jusque sur ce plancher océanique. Donc pour ce qui concerne déjà les eaux de surface ou plutôt superficielles, la question de droit qui se pose, c'est celle de la pêche essentiellement. Alors oui, si on se situe donc dans les eaux internationales, on a principalement des questions de transport maritime, mais surtout des questions de pêche avec des organisations régionales de gestion de pêche. On en a une quarantaine actuellement. Quarantaine? Oui. Ça paraît délirant, non? Alors parce qu'on a certaines organisations qui gèrent des bassins, donc pour l'Atlantique ou pour la Méditerranée, d'autres organisations qui ne gèrent que des espèces, les tonidés, notamment les grands migrateurs, beaucoup, parce qu'ils ont des spécificités. Et à la fin, on arrive à un maillage institutionnel, effectivement, de 40 organisations. Donc il faut imaginer la surface des océans. Ça a été montré hier quand on fait une cartographie centrée sur les océans et non pas sur les terres. On voit que l'océan, c'est un espace unique finalement, hein. Toutes les eaux communiquent. Il faut imaginer cette carte comme une sorte de patchwork ou de puzzle de juridiction.
C'est ça, il faut imaginer pour les eaux internationales, donc à partir de 200 000 marins des côtes, à chaque fois une organisation, voire plusieurs, des fois ça se chevauche sur la même zone en fait. Donc et chaque organisation va avoir des compétences particulières en matière de pêche pour réguler la pêche sur ces zones-là. Et ça fonctionne, ça permet d'avoir un usage, parce qu'on entend beaucoup dire que l'usage de la pêche, enfin des poissons, se fait de façon déraisonnable. On entend parler d'études qui prétendent que d'ici assez peu de temps, finalement, il y aura carrément plus de poissons dans la mer. Est-ce que ça marche, cette législation de la pêche ? Alors, il y a des aspects qui fonctionnent bien, c'est-à-dire que maintenant, on a toute la boîte à outils juridiques, on sait exactement ce qu'il faut mettre en place comme mesure pour rétablir les stocks, mais on a encore un grand problème de contrôle, en fait, parce que la superficie est tellement grande et le manque de moyens est important, donc on a encore un grand problème de contrôle, de surveillance, du respect de tous les outils qui sont mis en place. La pêche, c'est dans des profondeurs relativement basses. Enfin, on entend néanmoins de plus en plus parler de la pêche de profondeur, qui pose des problèmes largement sur la question de la biodiversité, parce qu'on va racler le sol, on va labourer, donc on va déranger toutes ces espèces qui vivent sur le plancher océanique. Est-ce que là, on est paré d'un point de vue légal ? Là, on a 6 organisations régionales de pêche qui se concentrent sur la pêche en eau profonde. On a très peu en fait, de zones qui ne sont pas couvertes. Alors, le dispositif, il est que si un pêcheur fait une rencontre d'un organisme qui pourrait appartenir à un écosystème marin vulnérable, mais encore faudrait-il pouvoir le définir, on peut interdire la pêche dans cette zone-là. À condition qu'il y ait une campagne scientifique pour vérifier qu'on est vraiment face à un écosystème marin vulnérable. Les problèmes qu'on rencontre, c'est encore des problèmes de moyens, puisqu'actuellement, on n'arrive pas à avoir les moyens pour faire des campagnes dans ces endroits-là. Et donc, on se retrouve soit avec des organisations qui appliquent un principe de précaution, donc qui ferment la pêche, mais ça n'incite plus les pêcheurs à déclarer quand ils font une rencontre, soit des organisations qui disent tant qu'on n'a pas eu de campagne, on continue à autoriser la pêche au risque de dégrader un écosystème marin vulnérable. Bon, alors là, on est dans la colonne d'eau. Il y a un élément d'actualité important qui s'est passé il y a quelques jours concernant la gouvernance de cette colonne d'eau et des animaux qui y vivent. C'est un traité international qui s'appelle, selon son acronyme anglais, le BBNJ. Est-ce que tu peux expliciter de quoi il retourne et en quoi est-ce que c'est vraiment quelque chose de novateur ou c'est un nouveau traité qui vient s'empiler sur ceux qui l'ont précédé ? Alors, dans l'ordre, ce traité, donc, c'est un traité pour la protection de la biodiversité au-delà des zones sous juridiction nationale. Donc, BBNJ, ça veut dire protection de la biodiversité dans les eaux internationales. Oui, parce qu'on a parlé des fameux 300 et quelques voilà, kilomètres. Au-delà de 350 kilomètres. Là, on est au-delà. Oui. C'est-à-dire c'est une eau qui pourrait être un Far West, parce que comme elle n'appartient à personne, si on ne s'équipe pas de quelque chose comme le BBNJ, chacun serait susceptible d'y faire n'importe quoi. Alors oui, même s'il y a quand même beaucoup de choses, on a vu ces 50 organisations de pêche par exemple. Donc, BBNJ, c'est un accord qui va s'appliquer aussi bien à la colonne d'eau qu'au sol et au sous-sol. Donc pas qu'à la colonne d'eau, les deux, le sol et sous-sol aussi, avec 3 volets. Un volet pour permettre une généralisation des études d'impact environnemental pour toute activité qui serait menée donc, dans les eaux internationales. Un volet sur la mise en place d'aires marines protégées donc sur la haute mer, donc comment mettre en place ces zonages-là sur la haute mer, et un 3e volet sur les ressources génétiques et le partage équitable des avantages qui seraient tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Ça, c'est les 3 volets de BBNJ. On avait déjà des aires marines protégées en haute mer qui avaient été mis en place par des organisations régionales. Là, ça vient généraliser au niveau international. Donc n'importe où sur les eaux internationales, on pourrait mettre en place une aire marine protégée. On avait déjà des réglementations qui permettaient des études d'impact pour certaines activités très sectorielles. Là aussi, ça permet de généraliser la mise en place d'études d'impact. Et on avait déjà un accord, le protocole de Nagoya, pour le partage des bénéfices tirés des ressources génétiques dans les zones étatiques. Et là, ça étend
en fait, cet accord-là aux eaux internationales. Alors, je prends une question là, qui vient de ceux qui nous écoutent. Comment surveiller les bateaux en mer qui coupent leurs émetteurs par satellite ou par intelligence artificielle ? Alors, c'est une très bonne question, puisque ça a été un des outils qu'on a le plus utilisé, le VSM, pour surveiller les navires en mer. Et c'est effectivement une technique de couper le VSM pour pouvoir se livrer à de la pêche illicite. C'est une sorte de capteur que les bateaux doivent avoir. Satellitaire qui permet de savoir où se situe le bateau en temps réel. Ça, dans les organisations régionales de pêche, c'est considéré comme une présomption du navire de se livrer à la pêche illicite. À partir du moment où on a ce genre de pratique, le navire est normalement inscrit sur une liste de navires se livrant à la pêche illicite et n'aura plus le droit à des quotas de pêche. Ces listes, elles sont faites par toutes les organisations régionales de gestion de pêche. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément des listes qui se croisent. Donc les organisations ne communiquent pas forcément ensemble pour se transmettre les listes. Donc le travail reprend à chaque fois dans chaque organisation. Ça, c'est une des difficultés. La seconde difficulté, c'est que c'est les États qui sont dans ces organisations qui doivent voter l'inscription de ces navires sur les listes et qu'il y a certains États qui votent contre quand ce sont des navires qui ont leur pavillon. Mais normalement, on a ces listes-là qui permettent d'identifier si c'est le navire qui se livre à la pêche illicite. Et donc, là, avec le nouvel accord qui interdit les subventions à la pêche, ça va permettre aussi de ne pas subventionner ce type de navire. Alors, le BBNJ, il vient d'être ratifié, c'est ça, hein ? Il faut faire attention aux mots, il y a la signature et la ratification. La ratification signifie qu'il va rentrer en application ? Ça signifie qu'il va entrer en vigueur, donc on va pouvoir commencer le travail pour mettre en place toutes les institutions qui sont prévues dans BBNJ, notamment un centre d'échange des données, un mécanisme de suivi, un mécanisme de sanctions éventuellement. Alors, ce n'est pas vraiment des sanctions, c'est procédure de non-respect. Donc tout ça, il va falloir le mettre en place maintenant. Savoir comment on va distribuer les avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Ça, c'est une vraie question qu'on a laissée en suspens. Ces molécules qui pourraient servir à faire de nouveaux médicaments, hein, concrètement. Oui, c'est ça, concrètement. Et normalement, il y a un partage des bénéfices entre tous les États du monde, puisqu'on n'est pas censé pouvoir s'approprier ces ressources-là. Mais la question, est-ce qu'on va avoir un partage des bénéfices financiers, monétaires, ou est-ce que ça va être uniquement du transfert de compétences ? Elle se pose encore. Les États du Sud poussent pour plutôt une compensation monétaire, là où les États du Nord voudraient uniquement du transfert de capacité. Donc toutes ces questions-là, elles n'ont pas été réglées encore dans BBNJ. Comme le travail commence maintenant. Et ce ne sont pas simplement les pays qui ont des côtes qui sont concernés, c'est l'entièreté des pays du monde. Pour la répartition des bénéfices, oui, effectivement. Comme pour les ressources minérales. Alors justement, les ressources minérales, on va y venir, parce qu'on est parti de la surface, on a plongé dans la colonne d'eau. Tu disais que la BBNJ concernait la colonne d'eau, mais aussi le sol et le sous-sol. Et concernant le sol et le sous-sol, il y a un élément d'actualité lié aux abysses, qui est la potentielle exploitation des ressources minières qui se trouvent naturellement dans les abysses. On a parlé beaucoup hier, notamment des nodules polymétalliques. Aujourd'hui, il y a une institution internationale qui s'appelle l'AIFM, tu vas nous en parler, qui est en train de travailler à un code minier qui donnera les règles pour cette potentielle exploitation, c'est ça ? C'est ça. En 1994, on a mis en place, donc par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, puis ça a commencé à fonctionner en 1994, l'Autorité internationale des fonds marins, qui, elle, a compétence pour gouverner l'exploration et l'exploitation des ressources minérales du sous-sol marin. On a décidé à cette époque que la zone, ce qu'on appelle la zone, donc ce sol et ce sous-sol marin internationaux étaient patrimoine commun de l'humanité, donc personne ne pouvait se l'approprier. On a créé une organisation internationale pour gouverner cette zone. Depuis, l'Autorité internationale des fonds marins, elle a délivré beaucoup de contrats d'exploration. Pour la France, c'est Ifremer qui détient ces contrats d'exploration. D'exploration, hein ? D'exploration, oui, effectivement. Et depuis 2 ans, on discute depuis bien plus longtemps l'adoption d'un code minier pour l'exploitation. Mais l'actualité s'est un peu bousculée, puisqu'il y a 2 ans, on a l'État de Nauru
qui a patronné une entreprise pour demander le premier contrat d'exploitation. Une petite île dans le Pacifique, c'est ça? C'est ça, une petite île dans le Pacifique qui avait exploité le phosphate à l'époque et qui a finalement est un État actuellement en faillite et qui voudrait revenir, qui a été un des États les plus riches du monde et qui actuellement est en faillite, et voudrait retrouver sa richesse, et donc s'est dit que c'était une bonne solution, l'exploitation des ressources minérales. Mais qu'est-ce que ça change après tout que cette île ait fait cette demande? C'est que ça accélère en fait le travail à l'autorité internationale des fonds marins, parce que si on n'a pas de code minier, ça veut dire une exploitation sans règles. Ils pourraient y aller sans les règles? Alors ça pourrait, si dans les 2 ans où ils déposent leur demande, on n'a pas adopté de code minier. Et les 2 ans, on en est où? Ils n'ont pas déposé leur demande officiellement. Ils ont dit qu'ils allaient le faire, mais pour l'instant, la demande n'est pas déposée. D'accord. Et entre-temps, on a eu un décret de Donald Trump avec cette même entreprise disant que lui allait de toute façon y aller, autorisation ou non de l'AIFM. Oui, parce que Nauru, l'île de Nauru, est associée à une compagnie qui s'appelle The Metals Company, qui serait le bras armé de l'exploitation industrielle. Et quand Trump signe le décret pour faire en sorte que les États-Unis aillent rapidement vers l'exploitation des grands fonds, il fait ça en ayant en arrière-pensée que c'est The Metals Company qui pourrait y aller. Oui, c'est avec une entente avec The Metals Company, ce à quoi l'AIFM, donc l'Autorité internationale des fonds marins, a répondu en juillet, puisque cette entreprise a des contrats d'exploration aussi dans le monde, et l'Autorité internationale des fonds marins a dit que elle pourrait perdre ses contrats d'exploration si elle enfreignait, alors sans la viser directement, c'était beaucoup plus subtil que ce que je suis en train de vous dire, si elle enfreignait les règles relatives à l'exploitation. Donc il y a eu quand même une réponse de l'AIFM directement à The Metals Company. Voilà, on a un dessin de Xavier Gors qui montre que tout ça, ça va ressembler quand même au pot de fer contre le pot de terre. C'est pas aussi marqué que ça, parce qu'en fait, les États-Unis, sans avoir ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sans faire partie de l'autorité internationale des fonds marins, jusque-là, étaient très respectueux des règles du droit de la mer. D'abord parce qu'il y a une partie de ces règles-là qui s'appliquent à tout le monde, qu'on ait ratifié ou non le traité. Et là, on a vraiment un changement actuel, depuis quelques mois, sur la position américaine. Bon, alors on est parti de la surface, on est allé au fond. Il y a un point que j'aimerais aborder, parce qu'il est aussi d'actualité et il entraîne des questions de droit, c'est celui de la géo-ingénierie. Parce qu'on entend de plus en plus parler de solutions techniques qui pourraient permettre, par exemple, de capter le CO2 qui est en excès dans l'atmosphère, le capter de façon artificielle, ou en tout cas technologique, pour pallier notre incapacité à émettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces solutions, ça veut dire qu'il y a des labos, des startups, qui pensent par exemple à disséminer du fer dans l'océan pour provoquer artificiellement des phénomènes qui vont se traduire par la captation du CO2. Le juriste, il regarde ça de quelle façon ? Alors, on a actuellement beaucoup de discussions dans les instances internationales. Bon, au niveau national, c'est des expériences, notamment le stockage de carbone dans des poches géologiques. Ça a déjà commencé, ça se fait depuis très longtemps, et notamment en Norvège, qui va être en mer du Nord. C'est vraiment un endroit où on a beaucoup de stockage de carbone. C'est les autres techniques qui actuellement sont regardées par le droit, notamment l'Organisation maritime internationale. On regarde beaucoup ce dont vous avez parlé, la fertilisation des océans, donc le rejet notamment de fer dans les océans pour activer le phytoplancton. Il y a d'autres techniques qui ont été identifiées. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a en droit ? On a un moratoire qui avait été adopté en 2009, donc quand même il y a assez longtemps, par l'Organisation maritime internationale et par la Convention sur la diversité biologique pour interdire la fertilisation à grande échelle. Ce qui veut dire, à contrario, que c'est autorisé à petite échelle. Là, l'Organisation maritime internationale, il y a tout un travail, ils sont en train de mettre sur la table toutes les techniques de géo-ingénierie qui pourraient être appliquées aux océans, donc de géo-ingénierie marine, pour faire des cadres juridiques pour encadrer pour l'instant la recherche sur la géo-ingénierie, de ces techniques de géo-ingénierie. Donc c'est en pleine négociation à l'organisation maritime. Parce qu'on ne sait pas du tout les conséquences. Alors c'est pas qu'on ne sait pas du tout, mais on n'a pas encore suffisamment de connaissances scientifiques sur les conséquences qu'auraient ces différentes techniques
sur le milieu marin. Et c'est un sujet qui est très très chaud en ce moment. Alors pour finir, puisqu'on a moins d'une minute, une nouvelle question qui vient de ceux et celles qui nous regardent. Pouvez-vous nous en dire plus sur les demandes d'extension du plateau continental par certains pays et les implications géopolitiques associées ? Alors, les demandes d'extension du plateau continental, ça concerne uniquement les États qui, naturellement, ont un prolongement du territoire terrestre sous la mer qui va au-delà de 350 km. On a parlé de cette barrière des 350 km. On a dit après, on est en eau internationale. Effectivement, il y a une petite exception pour les États qui ont un prolongement du territoire naturel sous terre qui va plus loin que ces 350 km. Ils peuvent demander une extension de leur plateau continental et donc de leurs compétences sur le sol et le sous-sol, mais pas sur la colonne d'eau. Donc sur le sol et sous-sol, on a beaucoup de demandes actuellement. C'est lié bien évidemment à la volonté d'aller exploiter les ressources du plateau continental, puisque ces ressources-là, ces ressources notamment minérales, si elles sont exploitées par le biais de l'AIFM, il faudra répartir les bénéfices entre tous les États du monde, puisqu'on a dit que c'était patrimoine commun de l'humanité. Si l'État arrive à s'accaparer cette partie-là, il va à ce moment-là avoir des droits souverains sur ces ressources, et donc il n'aura plus à partager les bénéfices qui tireraient de l'exploitation de ces ressources. Donc il y a une petite course en ce moment des États à agrandir leur territoire. Alors c'est une des raisons pour l'exploitation, mais c'est aussi des raisons stratégiques, militaires, etc. Donc il y a plein d'enjeux à étendre le territoire sous mer. Mais ça a été, depuis toujours, on appelle ça le phénomène de juridiction rampante. Les États ont toujours voulu étendre leur territoire en mer. Bon, merci Sophie. Malheureusement, je crois qu'il y avait d'autres questions, mais on arrive à la fin du timing. Peut-être que nos spectateurs auront l'occasion de te croiser dans le hall et de te poser directement. On arrive à la fin, effectivement, oui. Ouais, le timing est terminé. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Sophie.